Quand on se lance dans la création d'entreprise, choisir la bonne structure juridique, c'est vraiment l'une des toutes premières grandes décisions. C'est la base, le socle sur lequel tout le projet va se construire. Alors, comment être sûr de ne pas se tromper, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà, on a une super idée de business. Mais sur quoi on la construit concrètement? Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une case à cocher sur un formulaire. Non, non. La structure juridique, c'est vraiment le châssis de la voiture, si vous voulez. C'est ce qui va définir sa solidité, sa souplesse et même jusqu'où elle pourra aller. Et souvent, la première chose qui vient à l'esprit, la première angoisse même, c'est son patrimoine personnel. C'est tout à fait normal. On se demande comment faire pour que les problèmes de l'entreprise ne deviennent pas des problèmes personnels et ne menacent pas ce qu'on a construit pour sa famille. Il faut savoir que, historiquement, la situation était, disons, assez rude. La règle était simple, pas de distinction. L'entrepreneur, son entreprise, c'était la même chose. Face à une dette, les créanciers pouvaient tout prendre. Et ça pouvait mener à des situations vraiment catastrophiques. On l'imagine bien. Mais heureusement, les choses ont bien changé. La loi a beaucoup évolué, et quand on regarde la chronologie, la tendance est limpide, vraiment. On est passé petit à petit d'une protection qu'il fallait demander à quelque chose de beaucoup plus solide, jusqu'à arriver en 2022 à une séparation qui est maintenant totale et automatique. À côté de l'entreprise individuelle, il y a l'autre grande voie, la création d'une société. Et là, le concept est assez fascinant. En gros, on crée une sorte de nouvelle personne qui existe juridiquement. C'est une entité à part entière, avec son propre nom, son propre compte en banque, son propre patrimoine. Bref, elle est totalement distincte de la personne qui l'a créée. Donc si on résume, on a deux chemins pour atteindre le même but, protéger son patrimoine personnel. C'est ça l'objectif. D'un côté, avec l'entreprise individuelle, version moderne, on a une sorte de muraille légale, automatique. De l'autre, avec une société, que ce soit une SARL, une SAS ou une SA, la protection vient du fait que la responsabilité est limitée à ce qu'on a investi, à ses apports. Mais, il y a un mais, et il est de taille. Attention parce que cette belle protection a ses limites. Dans la vraie vie, quand on va voir une banque pour un prêt, qu'est-ce qu'elle demande quasiment à chaque fois? Une caution personnelle. Et en signant ce papier, on fait une brèche dans la muraille. La séparation des patrimoines devient tout de suite beaucoup plus fragile. Et il y a un autre élément super important auquel on ne pense pas toujours, le régime matrimonial. C'est crucial. Si on est marié sous le régime de la communauté, les biens du couple peuvent être en jeu. Par contre, avec un contrat en séparation de biens, le patrimoine du conjoint est bien protégé. C'est vraiment un point à ne pas négliger. Bon, une fois qu'on a parlé de protection, de sécurité, on passe au deuxième gros morceau. L'argent, la fiscalité et le statut social. Le choix de la structure va directement impacter la façon dont les bénéfices sont taxés et la couverture sociale du dirigeant. Alors là, pour la fiscalité, il y a deux philosophies. D'un côté, l'impôt sur le revenu, l'IR. C'est simple, le bénéfice de l'entreprise est considéré comme le revenu de l'entrepreneur. Ça s'ajoute donc à ses autres revenus et tout est taxé ensemble avec un barème qui augmente par palier. De l'autre, l'impôt sur les sociétés, l'IS. Là, c'est la société qui paie son propre impôt à un taux fixe. Souvent, l'IR est une bonne option au démarrage, puis quand l'activité décolle, l'IS devient généralement plus intéressant. Pour bien se rendre compte, avec l'impôt sur le revenu, le taux marginal, c'est-à-dire le taux sur la tranche la plus haute des revenus, peut monter jusqu'à 45%. C'est un chiffre qui part de lui-même, surtout si on vise une forte rentabilité. Et si on met en face le taux de l'impôt sur les sociétés, on est à 25%. Voilà, le différentiel est énorme, et ça, évidemment, ça pèse lourd dans la balance au moment du choix. Et ce n'est pas tout. Pour rendre l'IS encore plus alléchant, il existe un taux réduit à 15% pour les PME sur une partie de leurs bénéfices. C'est un vrai coup de pouce qui rend cette option encore plus intéressante, surtout pour démarrer. Côté statut social, là aussi, il y a deux grandes familles. D'un côté, les travailleurs indépendants, et de l'autre, ce qu'on appelle les assimilés salariés, dont le statut se rapproche beaucoup de celui d'un salarié classique. C'était une différence énorme avant, mais il faut noter une tendance de fond. Les deux régimes convergent, leur protection se ressemble de plus en plus. Du coup, ce critère de choix est un peu moins crucial qu'avant. Ok, on a parlé protection, on a parlé argent, maintenant, passons à une autre dimension, tout aussi importante, la vision. Le pouvoir, la manière de décider, l'ambition de croissance, tout ça est directement lié à la structure qu'on choisit. Et la première question à se poser, c'est est-ce qu'on veut être seul aux commandes? En entreprise individuelle, c'est simple, on est le seul capitaine du navire. Contrôle total. Mais dès qu'on crée une société à plusieurs, tout change. Le pouvoir se partage, il faut discuter, convaincre, voter. C'est une culture de travail complètement différente. Et ce partage du pouvoir, dans les sociétés comme la SARL ou la SA, il suit une règle assez simple. L'argent, c'est le pouvoir. Plus on met d'argent, plus on a de parts, et en général, plus on a de voix pour les décisions. Le principe de base, c'est ça. Une part égale une voix. Ce choix de départ va vraiment dessiner la stratégie future. Une grande structure, comme une société anonyme, est taillée pour aller chercher des investisseurs, pour faire des fusions, pour grandir très vite.
À l'inverse, une structure plus petite devra jouer une autre partition, peut-être en devenant ultra spécialiste dans un domaine ou en misant sur des partenariats. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de profit, de croissance, mais une entreprise, ce n'est pas toujours que ça. Pour certains créateurs, l'impact social, l'utilité pour la collectivité, c'est tout aussi fondamental. Et pour ça aussi, il existe des statuts juridiques adaptés. On entre là dans le monde de l'économie sociale et solidaire, les SS. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des entreprises qui ont décidé de mettre la solidarité et l'utilité sociale au même niveau, voire au-dessus de la recherche du profit. Pour elles, le bénéfice n'est pas l'objectif final, c'est un outil pour réaliser une mission. Et l'exemple le plus connu, c'est la SCOP, la société coopérative. De l'extérieur, ça ressemble à n'importe quelle autre entreprise. Ça peut être une SAR, une SA, mais il y a une différence fondamentale. Un truc qui change tout. Les salariés sont aussi les patrons. Ils doivent détenir au moins 51% du capital. Forcément, ça a un impact direct sur la façon dont les bénéfices sont distribués. Dans une SCOP, c'est partagé de manière très équitable en 3 grandes parts. Une pour l'entreprise elle-même, pour son avenir, une pour tous les salariés, et enfin une pour les autres associés. Donc au final, comment choisir ? Eh bien, il n'y a pas de réponse toute faite. Le secret, c'est de se poser les bonnes questions. Quel risque est-on prêt à prendre ? Quelle fiscalité sera la plus intelligente ? Est-ce qu'on veut décider seul ou à plusieurs ? Jusqu'où veut-on aller ? Et quelles sont les valeurs profondes du projet ? C'est tout ça qui va guider la décision. Parce qu'au fond, il faut voir la structure juridique non pas comme une contrainte, mais vraiment comme la traduction concrète, légale, de la vision qu'on a pour son entreprise. C'est un outil au service d'un projet. Le choix doit donc être celui qui sert le mieux cette vision et pas l'inverse.